Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Cette nuit-là, je revenais d'une soirée en voiture. Je n'avais pas trop bu, sachant que je devais conduire. C'était une nuit sans lune, et comme à chaque fois, il y avait cette portion de route qui traversait une forêt. Une nuit comme celle-là, cette route serait plongée dans les ténèbres, les plus profondes. Peu de monde l'empruntait de nuit, j'y étais seul. Le parfait début d'un mauvais film d'horreur à base de serial killers dégénérés. Moi, ça me faisait gagner plus de 20 minutes de trajet de passer par là. Il fallait environ 15 minutes pour traverser la forêt. La route était sinueuse, et même si elle était peu empruntée, j'avais l'habitude de toujours contrôler mes rétroviseurs, si jamais quelqu'un venait derrière moi. Première courbe, deuxième courbe, troisième courbe, j'enchaînais la course comme à chaque fois. Il me fallut un temps pour déceler le problème avec les rétroviseurs. Tout était noir. C'était la nuit, certes, mais j'aurais dû au moins voir une petite portion de route éclairée par mes feux arrière. Mais tout était noir. Un noir absolu, duquel ne filtrait ni la lumière d'une étoile, ni la forme d'un arbre, ni le reflet d'un marquage au sol. Cette obscurité impénétrable commençait petit à petit à me faire paniquer. Que se passait-il ? J'essayais de me concentrer sur la route, mais je ne pouvais m'empêcher d'être comme happé par cette obscurité totale. Le noir le plus absolu que j'ai jamais vu de ma vie. Plus qu'une absence de lumière, il me faisait l'effet d'un trou dans la trame même de la réalité. Et je redoutais plus que tout ce qui pouvait sortir de cet abysse sombre. Soudain, alors que je scrutais à nouveau mes rétroviseurs, une vive lumière surgit sur le côté de mon champ de vision. Je faillis faire une embardée à cause de la surprise. Cette lumière venait des phares de la voiture qui me doublait. Je ne l'avais pas vue approcher. Pas vu la lot de ses phares venant d'avant une courbe déjà négociée. Elle était apparue aussi soudainement que brutalement. Bien que les circonstances de son apparition étaient elles aussi un mystère, je suivais des yeux les phares arrière du véhicule et m'y accrochais mentalement comme à une bouée de sauvetage. En suivant ce guide inespéré, je parviens à m'extirper, moi et mon véhicule, de cette forêt. Et sans que je puisse me souvenir depuis quand, les rétroviseurs affichaient désormais la masse sombre de la forêt sous un ciel sombre. Je me souviens être rentré chez moi en tremblant. Je suis descendu de ma voiture, presque en pleurs, mais j'étais rentré. Je n'ai jamais su ce qu'il s'est passé dans cette forêt, mais depuis, je préfère toujours faire ce détour de 20 minutes. Quand je raconte cette histoire, on me répond souvent que cela devait être une construction mentale, mon imagination trop stimulée par les ténèbres environnantes, ou que j'avais vécu une version étrange et terrible de paralysie du sommeil. Rien de tout ça ne peut cependant expliquer les 6 marques profondes qui avaient rayé les flancs de ma voiture. 3, de chaque côté, comme autant de marques de griffes. Je commence mon nouveau contrat de travail dans une usine qui fabrique et répare des décors pour plusieurs chaînes de restaurants. Cela part des tables et des chaises aux décors dits d'animation. Je parle là des animatroniques. Comme dit précédemment, je travaille dans une des usines. Je voulais pas venir ici à la base, mais étant donné que je suis ruiné, j'ai été obligé. J'espère que ce sera juste temporaire. Je suis seul dans l'usine, genre vraiment seul. Un de mes amis m'a fortement déconseillé de venir ici, mais je lui ai dit que je n'avais pas le choix. Vraiment pas le choix. C'est à son sens beaucoup trop étrange comme poste. Pourquoi mettre quelqu'un à la surveillance dans une usine ? Ce n'est pas un endroit populaire en particulier. Il y aurait aussi une histoire d'animatronique hantée et d'enfants morts dans les restaurants. Mon poste commence à minuit et finit à 6h du matin. J'arrive quelques minutes avant minuit, juste histoire de me familiariser avec l'endroit. Je n'ai qu'une chose à faire, surveiller les caméras qui sont implantées un peu partout dans l'usine. J'ai un ordinateur en face de moi avec ce que retranscrivent les caméras de surveillance. Nuit 1. C'est bon. Tout est en place. Rien à signaler pour le moment. Je remarque devant moi qu'il y a un enregistreur. J'essaie de voir si quelqu'un a voulu enregistrer quelque chose dessus, mais c'est vide.
Et si je le remplissais à mon tour? Cela pourrait être utile pour la personne qui passera après moi. Je sors le micro et appuie sur play. Salut! J'avoue que je sais pas trop ce que je fais, j'ai vu cet enregistreur devant moi et pris la décision de documenter un peu ce qui se passe au fur et à mesure des semaines, si je reste longtemps. Je sais pas si cela va être le cas, c'est censé être un job temporaire le temps que je trouve un autre CDI. Je ne vous mens pas, l'endroit plongé dans le noir fait flipper. Cependant, je vois pas ce qui pourrait se passer ici d'étrange. Peut-être des voleurs? Je sais pas. Je vais arrêter l'enregistrement et commencer vraiment à travailler. Je coupe l'enregistrement, je le repose à sa place. Toujours rien à signaler dans l'usine. C'est vrai que l'ambiance a l'air étrange à l'intérieur. Surtout qu'il n'y a personne d'autre dans l'usine à part moi. Je regarde principalement la caméra où les animatroniques sont en fin de réparation. Ils sont 4. Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. Les heures passent très vite en réalité. Il est maintenant 6h du matin. Je rentre chez moi. Nuit 2. Je suis de nouveau à mon poste. J'ai appris de nouvelles choses en ce qui concerne cette entreprise. Je vais en faire part dans l'enregistreur. Salut! 2e nuit pour moi ici. Et il y a eu apparemment un accident aujourd'hui pendant la journée. Une animatronique serait tombée sur la tête d'un employé. Je sais pas ce qu'il advient de l'employé, si ce n'est qu'il est parti à l'hôpital. Selon ses dires, il aurait vu l'animatronique bouger les yeux. Il y a eu un moment de recul, mais il n'a pas été assez loin pour l'éviter. Apparemment, la personne est d'un certain âge. Peut-être qu'il a cru le voir, c'est courant à cet âge-là de voir des choses qui n'existent pas. Bref, je vais pas parler plus longtemps, je suis déjà un peu en retard. Je repose l'enregistreur à sa place et me concentre sur les caméras. Il est vrai que je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui. J'ai pris un peu trop de temps pour manger, mais j'appréhendais aussi ma venue ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Rien d'étrange ne s'est passé la nuit dernière. Les mots de mon ami qui me disait de ne pas venir ici résonnent dans ma tête. Je change de caméra et regarde celle de la simulation de salle à manger. Elle est postée juste à côté de la salle de fin de fabrication des animatroniques. Cette salle sert simplement de test pour les animatroniques pour voir s'ils ne trébuchent pas et les tester en temps réel, avec un parcours bien défini. Les employés se font aussi passer pour des clients pour voir si les animatroniques les remarquent pour les éviter. C'est important de faire ça avant de les envoyer dans les restaurants. Cette salle est utilisée pour les nouvelles animatroniques, mais aussi pour ceux qui sont venus ici pour être réparés. Chica est dans la cuisine, ce qui est étrange d'ailleurs. Peut-être que les employés ont juste oublié de la remettre à sa place, ou qu'ils vont refaire des tests demain, et qu'il sera plus judicieux de la laisser telle qu'elle. Je retourne à la salle de fin de fabrication, réparation. La caméra bouge en faisant le tour de la salle, et là, je vois quelque chose d'étrange. Est-ce que Bonnie était bien à cette place-là? Juste à côté de Foxy? J'étais persuadé que Bonnie était à côté de Freddy. Peut-être qu'à cause du mauvais éclairage de la salle, j'ai dû halluciner. Le temps a l'air de passer plus lentement que la nuit dernière, et je sens une sueur froide qui arrive. Mais heureusement, la sonnerie qui me prévient de la fin de mes heures retentit. Je peux enfin rentrer chez moi. Nuit 3. Je suis enfin arrivé à la moitié de ma semaine de travail. J'ai eu des nouvelles du type d'hier, celui qui est allé à l'hôpital à cause d'une animatronique. Je prends directement l'enregistreur et raconte l'histoire. Salut, 3e jour ici. Les choses commencent à devenir bizarres ici. J'ai cru voir Bonnie bouger hier soir. Et j'ai d'ailleurs des nouvelles pour le type d'hier. Il a été blessé au lobe frontal. Il est dans le coma pour le moment. J'espère qu'il va survivre. Surtout pour sa famille qui doit être en peine. Wow, vous avez entendu ça? C'est comme un gros boom. Je vais directement regarder sur les caméras. Je décale le micro de l'enregistreur pour mieux voir ce qui se passe dans la salle à manger. Chica est là, comme hier, et c'est le cas aussi pour Freddy. Qu'est-ce qui se passe? Je suis persuadé qu'ils ne sont pas là pour les tests. C'est bizarre, Freddy et Chica sont dans la salle à manger. Est-ce que c'est encore cette histoire de test? Je pense pas. Merde. La caméra de cette salle est maintenant brouillée. Je vois que des particules noires et blanches. La caméra se rallume enfin, mais les animatroniques ne sont plus là. C'est quoi ce bordel? Ils sont où? Depuis quand peuvent-ils bouger seuls? Je comprends rien. Je suis perdu, complètement perdu. Ils sont où, bordel? Je regarde les autres caméras pour aller dans la salle principale de l'atelier. Je vois maintenant Foxy qui est au bout de la salle. Foxy a bougé aussi. Il est au bout de la salle principale de l'atelier. C'est étrange. Je regarde ma montre et constate qu'il est 3h. Il me reste plus que 3 heures avant la fin de mon service. Je surveille les animatroniques et parle en même temps au micro. Je crois que je vais vous laisser. Faut que je reste concentré pour éviter qu'il rentre dans mon bureau. Au revoir. Je coupe le micro et attends impatiemment la sonnerie. Nuit 4. Je n'ai pas dormi aujourd'hui avant de venir ici. Je suis beaucoup trop stressé. J'étais sur le point d'appeler mon supérieur et dire que je ne venais pas, mais je me suis ravisé. J'ai envie de percer ce mystère à jour. Je prends l'enregistreur et commence à parler. Hey, bon, comme vous avez pu le voir hier soir, ça a un peu dégénéré ici. Les animatroniques bougent la nuit. Et j'ai aussi appris une chose. Le type qui a été blessé plus tôt dans la semaine est mort sur son lit d'hôpital.
Il avait pu se réveiller pendant quelques heures, mais il n'a pas survécu. Les médecins n'ont rien pu faire. Son enterrement est ce week-end et toute l'usine est invitée. Je ne sais pas si je vais y aller. Déjà, de 1, car je ne le connais pas, et de 2, car je déteste les enterrements. Voir les gens tristes me procure une sensation étrange que je peux pas expliquer. Il est aussi mort dans des circonstances bizarres. Quelques heures avant qu'il ne ferme les yeux définitivement, il répétait cette phrase. Il ne faut pas les sortir de l'usine, ils sont dangereux. Ils sont hantés. Ce qu'il dit prend sens pour moi d'une certaine manière, surtout avec ce que j'ai vu hier soir. Je voudrais venir au moins jusqu'à demain. J'étais sur le point de couper l'enregistrement quand j'entends des bruits de pas métalliques et quelque chose gratter à ma porte qui est heureusement fermée. Je pose délicatement l'enregistreur en évitant de faire du bruit. Je marche à pas de souris et me dirige vers la porte pour regarder dans l'œil de bœuf. Merde, c'est Foxy. Qu'est-ce qu'il fout là ? J'ai soudain une idée. Je vais essayer de le distraire. Et comment ? Je me redirige à ma place sur le bureau et remarque quelque chose sur les caméras que je n'avais pas remarqué avant. Une fonction audio. J'appuie sur ce bouton et une petite mélodie se lance, comme celle d'une boîte à musique. Si Foxy entend ça, peut-être qu'il va partir. J'attends quelques secondes et l'entends s'éloigner. Je reprends le micro. Ouf, c'était moins une. Mais c'est une réalité, les animatroniques bougent. J'ai pu distraire Foxy avec cette musique. Je comprends toujours pas ce qui se passe et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Quand il était à la porte, j'ai senti une drôle d'odeur, très écœurante d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est, mais avec cette histoire d'enfant mort, je suis pas rassuré. Le bruit de la boîte à musique retentit toujours dans toute l'usine. Je regarde les caméras et vois que Foxy est de retour dans la salle principale de l'atelier. Quant aux autres, j'ai du mal à les retrouver. Mais je finis quand même par le faire. Freddy est dans la salle de fin de fabrication ou réparation, Chica sur la scène et Bonnie dans un coin de la salle à manger. Il est maintenant 4h du matin. J'espère que cette nuit va bien se finir. Nuit 5. 5e et dernière nuit. C'est décidé. Après ça, je retourne plus jamais ici. C'est peut-être une mauvaise idée de faire ça. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, mais surtout, est-ce que je vais ressortir vivant ? Il est à peine minuit et ils ont tous bougé. J'ai du mal à les repérer tellement ils sont rapides. Pour une dernière fois, j'allume l'enregistreur et prends le micro dans mes mains. Salut, 5e et dernière nuit. Après ça, je retourne plus ici. C'est décidé. Tant pis pour le fait que je n'aurai pas d'argent avant un moment. Le chômage va durer. Ils ont déjà tous bougé. C'est dingue à quel point ils sont rapides. J'essaie de trouver un sens logique à ce qui se passe, mais le seul truc logique est cette histoire de costume hanté. C'est une information qui a du mal à rentrer dans ma tête étant donné que je ne crois pas aux histoires paranormales et de fantômes. J'appuie sur le bouton audio pour mettre en route la musique de la boîte à musique. J'entends des bruits de pas loin de ma porte. Cette dernière est fermée, mais qui sait ? Il est fort probable qu'il l'ouvre. Il est à peine minuit et le stress est à son comble. Je parle plus à travers le micro, car les bruits de pas persistent près de moi. C'est bon, mon heure est venue. J'entends maintenant de gros tambourinements à la porte. Je dis une dernière chose avant de me faire attraper. Il a raison. Il avait raison. Il faut pas les sortir de l'usine. Ils sont dangereux. Ils sont hantés. La porte s'ouvre en grand. Je peux plus rien faire. Je n'aurai pas la chance d'entendre cette sonnerie que j'ai commencé à apprécier. Quelques semaines plus tard. Je suis chargé de l'enquête du meurtre du nouvel employé du Freddy Fazbear Factory. Cet employé est mort dans de drôles de circonstances. J'ai eu accès à ses affaires personnelles, rien n'indique chez lui qu'il avait des problèmes avec autrui. Le problème doit donc venir de ses conditions de travail. Je suis dans mon bureau. Je vais écouter les bandes-sons enregistrées que l'on m'a envoyées. En effet, pendant sa semaine de travail, il avait en quelque sorte documenté son parcours. Chose qu'aucun ancien employé à son poste avait fait auparavant. Ce n'est pas la première fois que j'enquête sur cette entreprise. Il n'est pas le seul garde de nuit à être mort. J'appuie sur play et écoute les bandes d'enregistrement. En cette fin de nuit, je me dirige vers ce minibus que je connais bien. À l'intérieur, je vais y retrouver l'équipage habituel de ce long courrier. Je les connais tous très bien.
La dernière arrivée, Émilie, est sur ce vol avec nous depuis 6 mois. Moi, j'ai 15 ans de travail dans cette compagnie. J'assure ce vol depuis 8 ans dans le second équipage. Max, le commandant de bord, et Harry, son copilote, volent avec nous depuis 7 ans. À eux deux, ils ont des milliers d'heures de vol. Grâce à mon ancienneté, j'occupe la fonction de chef de cabine. Mon binôme s'appelle Martin. Il a la belle quarantaine. Tous les deux, nous sommes en charge des premières classes. Comme chef de cabine, je porte pour la première fois des épaulettes grises sur le nouvel uniforme de la compagnie. Celles des pilotes sont dorées. Les 5 autres membres de l'équipage portent un billet rouge. Le bus traverse les pistes, passe entre les avions stationnés sur le tarmac en suivant la ligne rouge, puis nous dépose au pied de l'A340, un beau bébé d'une capacité de 339 passagers. Un monstre d'acier rutilant préparé pour le vol de 12 heures que nous allons réaliser. Les 2 pilotes profitent du temps qui reste avant l'arrivée des passagers pour faire le tour de l'appareil. Le reste de l'équipage monte la passerelle et arrive dans la cabine. Nous, les PNC, effectuons les tâches qui nous sont affectées. Mécaniquement, nous sommes tous rodés. Les pilotes arrivent à leur tour dans la cabine et lancent « Tout est OK ». Maintenant, il est temps de faire la checklist. Les passagers arrivent dans 10 minutes. Une fois mes dernières vérifications effectuées, je me rends dans le carré de pilotage pour confirmer le repas des pilotes et voir avec eux les particularités porteurs d'annotation sur la liste des passagers. Harry me déclare que nous allons sûrement prendre du retard au décollage. Nous devons attendre que les réservoirs soient remplis. Ras la gueule. Mais les agents de piste en charge du ravitaillement ne vont pas assez vite. Ils me rappellent que pour un vol de 12 heures comme le nôtre, nous devons emporter 16 heures de carburant. Le camion pompe est encore accroché à notre avion comme une tique à un chien. Il ajoute avec un clin d'œil. C'est qui pèse lourd, tous ces touristes? Je le regarde souriante et lui réponds. Il n'y a pas que des touristes. Les 2/3 de la première est occupée par des cadres de Microsoft. Sur ce vol, on trouve aussi 2 agents de la police de l'air, une habitude sur les longs courriers depuis le 11 septembre 2001. Plus étonnant, le manifeste de vol mentionne la présence à bord d'un agent de la police des frontières. Il accompagne un passager dont nous ne savons rien, ou presque. La seule chose est que l'agent doit être menotté aux prisonniers pour l'intégralité du voyage. Max accepte les passagers en signant la liste, mais il marmonne. Un prisonnier à bord? Ça n'arrive pas tous les jours. En regardant les agents de piste, Max grogne. Ils en perdent du temps pour charger les bagages. Nous allons perdre notre créneau de décollage, c'est sûr. Charge-moi les touristes rapidement, s'il te plaît. Nous devons récupérer le temps perdu par les gars sur la piste. Bougonne le pilote. Je lui réponds. Ok. Et sort du poste de pilotage. Les passagers commencent à arriver par le couloir du hub qui relie l'avion à l'aéroport comme une pieuvre. La seconde classe est une foule bigarrée de t-shirts et de robes d'été jaunes, bleues, rouges. En comparaison, les premières sont plus tristes. Une collection uniforme de costumes qui va du noir au gris foncé. L'embarquement se déroule sans souci, très rapidement. Il nous apporte son lot de touristes classiques, mais dans ce troupeau, je remarque quand même un jeune homme de 30 ans passé qui porte cette casquette à hélice multicolore, vert, jaune, rouge. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est peut-être un peu vieux pour porter ça. Je me dis que ce type de casquette ne va pas à tout le monde. Je me reconcentre sur le flot des vacanciers. Une seule vraie surprise, le prisonnier embarqué discrètement par la porte arrière pour ne pas effrayer les autres passagers. Je le connais ? C'est un de mes ex ? Je le reconnais sans aucun doute, même s'il a changé. Il a maintenant la carrure d'un boxeur. Son débardeur laisse apparaître des bras énormes. Je me fais la réflexion que le repassage n'est toujours pas son truc. Le lavage non plus. Son bas de pantalon est déchiré et sale, plein de taches couleur vin, rouge sombre. Mais que fait-il dans cet avion menotté à un policier ? Les vérifications d'usage sont faites. En attendant notre autorisation de décollage, l'équipage effectue la présentation des consignes de sécurité. Je fais les communications habituelles au micro. Je sens l'avion qui commence à bouger sur la piste de roulage. Le bruit des réacteurs augmente. Je traverse une dernière fois l'habitacle pour vérifier les tablettes devant les passagers. Puis je rejoins ma place dans le carré de l'équipage. Je me sangle face à Martin. Une dernière poussée nous arrache du sol. Le métal grince. La pression augmente. Il me semble que la montée se passe sans souci. Une fois en altitude de croisière, je décide de prévenir le commandant de bord de mes liens avec le prisonnier. Je rentre dans la cabine et explique au copilote que je connais bien le prisonnier, que nous avons vécu ensemble. En revanche, nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 5 ans. Je l'avais quitté car je ne supportais plus ses tendances survivalistes et complotistes. Max me demande alors d'aller reporter mes propos à l'agent en charge du prisonnier. Je traverse l'avion en direction de l'agent installé rangé 153B couloir et lui répète tous mes propos. Il acquiesce de la tête et me dit qu'il le savait déjà. Ses services avaient enquêté sur toutes les personnes de l'avion. Mon ex se retourne vers moi en souriant.
Tu vas bien? Oui, merci. Après ce court échange, je retourne à l'avant m'affairer à la préparation des plateaux du petit déjeuner, le premier repas de la journée. Chacun dans sa partie de l'avion, nous distribuons 247 plateaux. Avant de me poser avec mon petit déj, je passe à l'arrière car un passager m'avertit qu'un coffre à bagages ne ferme pas. Arrivé à l'arrière, juste avant le dernier siège de queue où est posé un sac à main rouge vif, j'ouvre le coffre concerné. J'appuie sur un gros sac polochon pour le tasser un peu, puis claque le coffre. Une fine poussière de sable légèrement rouge s'échappe du coffre à bagages. Assise devant mon petit déjeuner, je me rends compte que ce sable très fin colle à mes doigts. Je l'essuie. Je laisse sur mon mouchoir blanc une trace de couleur saumon qui ressort clairement. Le sac que j'ai touché a dû traîner dans des saletés à l'aéroport. Pas le temps de s'attarder sur ce détail. Il est l'heure de resservir les passagers en boisson chaude. Notre second service débute. Je resserre tous les passagers, sauf un. Celui du siège 12A qui doit être aux toilettes. Les films débutent sur les écrans individuels devant les passagers ou sur leurs ordi perso. Nous ramassons tous les plateaux du petit déjeuner. Ils sont tous entamés, même celui du passager aux toilettes. Je ramasse aussi le plateau du 12A. Pour moi, au vu du plateau, le passager avait terminé son petit déjeuner. Pendant le film, je repasse devant le siège 12A qui cette fois-ci est occupé par une jeune femme brune d'une trentaine d'années environ, avec un nœud rouge dans les cheveux. Elle écoute de la musique au casque, la tête posée sur le passager du 12B. Je profite de ce temps calme, en première, pour aller aider mes collègues en seconde classe qui comptent plus de passagers. Je ferme les rideaux de séparation et laisse Martin seul en première avec les passagers absorbés par leurs activités. Juste derrière les rideaux se situe la sortie de secours. Les places 13A et 13B sont vides. Rien d'étonnant, les sorties doivent rester accessibles. Les 3 places du milieu de l'avion, 13C, 13D et 13E, ainsi que les 2 places du couloir opposé, dites 13F et 13G, sont occupées par une famille entière de touristes. La grand-mère avec son rouge à lèvres rouge cerise, les parents et les petits-enfants. Après une demi-heure, je retourne en première. À mon arrivée, la jeune femme du 12A m'arrête. Elle m'apprend qu'elle s'est permise de changer de place pour être à côté de son mari. À l'origine, elle était assise au 12F, de l'autre côté du couloir, servie par Martin. Je regarde par-dessus les passagers, repère la place 12F qui est effectivement vide. Quelque chose me dérange à partir de ce moment. Une sensation étrange que je n'arrive pas à définir. Je dois aller préparer le service des déjeuners. Il commence à 11h45. Après le déjeuner, une évidence me frappe d'un coup. Nous avons distribué un déjeuner de moins que le nombre de petits déjeuners. C'est impossible! J'interroge le passager du 12G. Il me confirme qu'il n'a pas mangé 2 petits déjeuners. De retour à l'office, je recompte frénétiquement tous les plateaux de première. Pas d'erreur possible, il nous manque un passager. Je vérifie, discrètement, les 6 toilettes de l'avion pour ne pas inquiéter les voyageurs. Elles sont toutes vides. Inquiète, je frappe à la porte sécurisée des pilotes. Je passe la tête dans le cockpit et annonce « Messieurs, nous avons un problème. Un passager a disparu. » Surpris, les 2 hommes se retournent simultanément vers moi. Comment ça? Explique-toi. Je prends place sur un des strapontins, derrière les pilotes. Je leur expose les faits ainsi que mes constatations. « Messieurs, au déjeuner, j'ai servi un plateau de moins. Il nous manque donc un passager. » Nous convenons tous les 3 que cette situation est anormale. Max décide de se faire aider par la police de l'air. Tous les personnels navigants du monde connaissent la procédure pour alerter le policier présent dans l'avion sans alerter les autres voyageurs. Il suffit de présenter tout l'équipage au micro. Harry s'exécute alors. Immédiatement, sa voix retentit dans l'appareil. 5 minutes plus tard, un homme se présente dans le cockpit. Agent Ring, police de l'air. Que se passe-t-il? Il s'installe sur le dernier strapontin. Après un bref exposé des faits, il décide de m'accompagner au siège vide 12F pour commencer ses recherches. Avant que nous quittions l'habitacle, le commandant nous demande d'attendre le temps de traverser la zone de turbulence devant nous. Le ciel est noir. De nombreux éclairs illuminent les nuages qui s'amoncellent autour de nous. La pluie devient de plus en plus forte. Des vents de travers font dévier l'appareil. Je vois les mains de Max se crisper sur les manches pour maintenir le cap. Ses phalanges blanchissent. Nous sommes effectivement beaucoup secoués. Pour parer à mon stress, je me répète que l'avion reste le mode de transport le plus sûr au monde. Le copilote annonce. Nous avons perdu communication avec le sol. Après un dernier petit trou d'air, l'agent Ring et moi partons au 12F. Ce dernier fouille mais ne trouve rien, ni entre les sièges, ni dans la pochette devant le passager. Je remarque une toute petite tache rouge, foncée, décolorée, sèche, sur la tête du siège. Sans rien dire, nous nous retirons entre les 2 rideaux du centre pour faire le point. Nous discutons des mesures à prendre. En remontant l'allée, je croise mes collègues qui nous regardent avec inquiétude. Je leur souris comme si tout allait bien pour ne pas les affoler.
Je fais bonne figure, mais je ne peux rien leur dire. Enfin caché par les rideaux, je murmure à l'agent Ring. La tache sur le siège, ça me fait penser à un passager qui saigne du nez. Qu'en pensez-vous, agent Ring ? C'est Thomas. Je regarde l'agent interdite, ne comprenant pas ce qu'il me dit. Je dois faire une drôle de tête, car il poursuit. Je m'appelle Thomas, et je pense que vous avez raison, mademoiselle. Il me fait un clin d'œil. Il me demande de recompter tous les passagers de l'avion. D'un pas rapide, l'officier retourne vérifier les toilettes. Je remarque que le dos de sa chemise n'est plus rouge, mais bordeaux foncé, trempé de sueur. Il ouvre toutes les portes des toilettes, et son regard vers moi me confirme qu'elles sont bien vides. Je suis au milieu de l'avion quand je suis terrassé par une pensée horrible. Celle de mon ex, le prisonnier. Je sais qu'il peut être violent. Je blêmis. Mes jambes me lâchent. Je ressens le besoin de m'asseoir. Tant bien que mal, je me déplace vers les places vides de la sortie de secours. J'arrive livide. De cette place, je vois Harry courir vers moi les yeux injectés de sang. Enfoncé dans ce fauteuil, je m'interroge. Mon ex est peut-être violent, mais je le pense incapable de faire disparaître un homme ou une femme. Cette pensée terrible est vite chassée par une autre. Je me souviens parfaitement du personnel d'escale au départ, qui a refusé de surclasser un couple de jeunes mariés car notre avion était plein. La place où je suis assise devrait donc être occupée, ainsi que celle d'à côté. Il ne manque donc pas un, mais 4 passagers ? À côté de moi, je vois ma collègue de seconde, tomber dans l'allée la gorge ouverte de part en part d'où s'échappe un flot continu de sang. J'entends une sonnerie étouffée d'un portable, puis un voile blanc tombe sur mes yeux. Je me réveille plusieurs semaines plus tard, dans cet hôpital du Caire, où le personnel soignant m'explique que je suis la seule rescapée du crash de mon avion. Pour les médecins, je suis une miraculée vivante, après une chute de 10 000 mètres, alors que l'avion a explosé en plein vol. Mes psychiatres m'ont expliqué, plusieurs années plus tard, que mon cerveau avait enfoui tous ces souvenirs traumatiques au plus profond de ma mémoire pour me permettre de continuer à vivre. Qu'il est normal de revivre ce jour dans mes cauchemars. Que toutes les traces rouges ou colorées que je vois dans mes cauchemars marquent les personnes que j'ai eu le temps de voir mourir. Mais rassurez-vous, j'ai continué à voler dans notre compagnie nationale. Il paraît que je porte chance. J'ai pris ma retraite à 68 ans. Vous savez, je ne devais pas être sur le vol qui a explosé. Normalement, j'étais de repos, mais j'ai accepté un remplacement au dernier moment. J'avais besoin d'heures sup. Voilà mon histoire vraie. Je travaille de nuit dans un laboratoire de la métropole et j'adore mon boulot. Tous les jours, je suis payée pour faire les expériences que j'essayais avec mon kit de chimie quand j'étais gamine. C'est le rêve, sauf pour une tâche, la seule tâche qui me rebute et que j'essaie toujours de refiler en douce à mes collègues. Aller vérifier l'état de la morgue. Mais oui, la morgue. Parce que une morgue, au final, c'est qu'un gros frigo. Et que quelquefois, ça a des ratés. Et bon, comme l'administration n'aimait pas trop l'idée qu'une famille reçoive le corps de mamie un peu trop réchauffé, il fallait bien que quelqu'un se colle à vérifier l'état de la morgue. Et à qui ils ont donné le boulot ? Aux laborantins, bien sûr. Ce n'est pas une tâche bien complexe après tout. On entre, on vérifie la température et on ressort. C'est tout. Mais je déteste ça. Je déteste entrer dans la morgue. C'est trop bruyant. Il faut peut-être que je vous explique un peu. Quand j'étais petite, j'adorais les kits de chimie et faire des tea parties avec mes amis imaginaires. J'en avais 3 que j'adorais tout autant les uns que les autres. Je pouvais même les décrire tous les 3. Madame Bertrand était une vieille femme qui parlait très doucement. Mademoiselle Lucier était grande, blonde et elle était enseignante. Docteur Leroux avait une grosse moustache grise et adorait faire des expériences avec moi. Ma mère disait que je débordais d'imagination. Elle se vantait à toutes ses amies des scénarios que j'inventais, racontant partout dans la ville que je devais être une enfant prodige ou quelque chose du genre. Et moi, assise à une petite table entourée de chaises que mes parents croyaient vides, je parlais sans cesse à mes amis. Je leur disais tout plein de choses comme « Voulez-vous encore du thé, Madame Bertrand ?»
N'oubliez pas les confitures, mademoiselle Lucier. Ou ne vous inquiétez pas, docteur Leroux, on regardera le sucre sous le microscope plus tard. À l'époque, mes parents croyaient que c'était un signe d'intelligence de démontrer autant d'imagination. Même si, quelquefois, ils s'inquiétaient que je n'ai pas d'amis de mon âge. Même si, quelquefois, ils trouvaient étrange que mes amis imaginaires soient des adultes et non pas des enfants ou des animaux. Même si, quelquefois, je restais vraiment longtemps silencieuse, à écouter et à suivre des yeux mes amis imaginaires. Mais ça s'est vraiment gâté que lorsque j'ai eu 9 ans. C'est à ce moment-là que ma grand-mère aussi s'est invitée à mes tea parties. Mes parents ont dit que je gérais mal mon deuil et ils m'ont amenée en thérapie. J'ai eu beau crier, pleurer, donner des coups, rien n'y a fait. On m'a dit que j'étais trop grande pour les amis imaginaires. Que Madame Bertrand, Mademoiselle Lucier, Docteur Leroux et surtout ma grand-mère n'avaient jamais pris le thé avec moi dans le jardin. J'étais punie chaque fois que mes parents me voyaient leur parler. Alors j'ai arrêté. Et petit à petit, j'ai cessé de les entendre me parler. J'ai même cessé de les voir. Ils se sont effacés de ma vie, jusqu'à la morgue. Voyez-vous, certaines personnes ne comprennent pas qu'elles sont mortes, et elles deviennent bruyantes. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à me défiler de ma tâche. Je dois aller vérifier la morgue. Je pousse la porte et tous mes sens sont assaillis. La pièce est sombre, et le peu de lumière se reflète sur les chromes des armoires. L'odeur des produits chimiques me fait plisser les yeux et froncer le nez. Derrière une porte vitrée, la table d'autopsie attend dans la pénombre, attend son prochain client. Partout, des bocaux, petits et grands, où flottent des bouts d'humains. Mes pas résonnent sur le carrelage, faisant écho dans cet espace qui devrait être vide et silencieux. Mais ce n'est pas silencieux. Aujourd'hui, c'est pire que tout. Ce n'est pas seulement bruyant, c'est assourdissant. Un cri plus fort, plus long, plus étourdissant que tout ce que je n'ai jamais entendu dans la morgue. Un cri comme si 100 personnes hurlaient à l'unisson. Mais c'est un seul mort qui crie. J'ai entendu les morts parler, supplier, dire qu'ils avaient froid, donner leur dernière volonté, ou même jurer et insulter. Mais jamais je n'ai entendu de tels cris. Je suis paralysée sur le seuil de la porte. Soudain, à côté de moi, mademoiselle Lucie apparaît. Tu dois l'aider. L'aider ? Comment ? Tu dois l'aider. Je panique. Je n'ai jamais aidé personne. Et la première personne que je devrais aider est cette personne qui hurle tellement que j'ai l'impression que mes tympans, que dis-je, ma tête tout entière va exploser. Et je devrais l'aider ? Comment ? Docteur Leroux apparaît à son tour. Sait-il qu'il a toujours été mon préféré ? Sait-il que je suis devenue laborantin à cause des expériences qu'on faisait ensemble ? Tu dois l'aider. Comment ? Il hausse les épaules. J'avance dans la morgue, tremblante, hésitante. J'ai l'impression que mes oreilles voudraient se refermer sur elles-mêmes. Mais qui peut bien faire ce son épouvantable ? Je m'approche des petits cartons qui identifient les tiroirs. Est-ce la dame de 77 ans, morte d'une récidive de son cancer du poumon après avoir fumé des menthols toute sa vie ? Non. Est-ce cet homme de 38 ans qui conduisait une mobilette complètement ivre ? On dit qu'il y a un dieu qui veille sur les Soulons. Mais lui, il a été oublié par ce dieu. Ou serait-ce... Oh non ! Je jette un coup d'œil à mademoiselle Lucier et à docteur Leroux. Les deux sont restés sur le pas de la porte. Est-ce que des fantômes peuvent avoir peur ? C'est une fillette de 6 ans. Celle que le motard ivre a renversée, causant leur décès à tous les deux. J'inspire profondément, et contre tous les protocoles du laboratoire, j'ouvre d'un coup le tiroir contenant le corps de la fillette. Au premier abord, je ne vois rien de particulier. Rien que ma formation, mes études ne m'ont préparé à voir. Une petite forme, enveloppée dans un linceul blanc. Et, évidemment, ce cri qui continue. Et merde, tant qu'à y être, je m'approche du corps et dégage doucement le visage de la fillette. Un visage complètement blanc, à l'exception des lèvres rouges et de cheveux noirs comme les plumes d'un corbeau. Je retiens mon souffle et elle ouvre les yeux. D'un coup, le cri cesse. Tu me vois ? Tu me vois ? Oui. Oui, je te vois. Je t'entends. Ne crie pas. Ne crie plus. La fillette me regarde et se soulève soudainement.
Mais ce n'est pas son corps qui se soulève. C'est seulement... Quoi donc? Son âme? Son essence? Son fantôme? Mais elle n'est pas comme mes autres amis imaginaires. Tous les autres étaient des êtres humains intacts. La petite, elle, n'a d'intact que son visage, sa cage thoracique enfoncée, son crâne défoncé à l'arrière, une épaule pendante d'avoir été disloquée dans l'impact et les jambes bizarrement tordues. Pourtant, elle se tient debout, ou presque, puisque je remarque qu'elle ne touche pas le sol. Ses petits souliers roses à quelques centimètres du carrelage. Près de la porte d'entrée, Mademoiselle Lucie murmure. « Eve-la, tu dois partir maintenant. Tu ne peux pas rester ici. » « Non, je reste. Je reste avec toi. Tu es mon amie. » La fillette prend ma main dans la sienne. Il lui manque 2 doigts. « Viens, on va aller prendre le thé. » Bonsoir. Bonsoir Indigo. Bonsoir Yob. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. C'est Merci. la fin de l'épisode 25. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode 25. Il est actuellement 1h32, on est fatigué. Voilà, disons-le. Il faut Qu'on le se dire. le dise, voilà. On finit tard pour vous. Ouais, épisode 25 qui était un petit peu particulier. Un quart de siècle d'épisode. N'importe quoi. Pas du tout. Ouais, épisode spécial. On peut dire épisode spécial. Oui, on peut Encore le un dire. épisode spécial. Allez, encore un. On n'est plus, Allez. on est plus à un près. Et pourquoi Indigo, dis-moi? Parce que c'était un épisode composé exclusivement d'histoires racontées. Enfin, pas racontées, si. même, Écrites. on peut le dire. Écrites, Écrites déjà. par des Adados, déjà. Donc merci infiniment Ah, à non, tous mais- les Adados qui nous envoient des histoires. Que ce soit sur le Discord, Facebook, par mail aussi. C'est Également. ça. On était très en retard en fait dans la lecture des histoires. Et à un moment on s'est dit mais en fait on nous en envoie plein des histoires. Ouais. Et du coup voilà, épisode complet. On avait de quoi faire un épisode et ça nous a fait vraiment plaisir de rendre hommage à ces histoires. Ah ouais, clairement, non, c'est grave cool. Quand vous nous envoyez des histoires comme ça, et ça rentre bien dans l'univers d'Adat, donc c'est trop cool de les partager comme ça, quoi. C'est ça. Et puis en plus encore un épisode où on n'était pas tout seul. Oui, puisque du coup, des histoires, donc je disais, écrites par des Adados, mais aussi racontées par des Adados. Oui. Oui. Et il me semble que tu as rédigé des petites présentations. Oh, une fois n'est pas coutume, ce Vas-y Indigo, rends-moi soir. fier. De son nom indien, Feuille de chêne, évidemment. Elle nous a émus avec son timbre de voix démentiel dans l'épisode Le village disparu. Elle était nantaise il y a encore quelques jours, semaines, mais elle nous fait le plaisir de revenir ce soir. C'est Oakleaf. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Haute comme 3 pommes, ce n'est pas ce qui va l'empêcher de nous régaler par la grandeur de ses talents de conteuse. Elle avait lancé un timide « oui » à la question « reviendriez-vous pour un enregistrement ?» Et pourtant elle est là ce soir. C'est Lily. Enchanté de nouveau. Vous l'avez déjà entendu se plaindre qu'il n'avait pas de cul, et bien pourtant il a l'habitude de le poser autour de notre table pour nous combler avec sa narration et ses bruitages de qualité. La bienvenue au Nig. Bienvenue Nig. Bonsoir. Merci. Il sévit sur le Discord au travers de ses recettes à faire parler... Oh, j'ai raté. Il a raté. Il a raté. Oh, Il tu s- rentres. Il sévit sur le Discord au travers de ses recettes à faire pâlir les Instagrammeuses. On estime à 1 500 000 le nombre de podcasts actifs dans le monde. Il a écouté le 1 500 000 unième. Son blog est désormais considéré comme la bible du podcast à ne pas manquer. Nous recevons ce soir Clégo. Oui. Bonsoir. Et Clégo d'ailleurs, là jusqu'à maintenant t'as lu seulement deux lignes. non, il y en a plus que ça. Il fait l'enquêteur Non mais comme aussi, moi, enfin. comme moi d'ailleurs. Ouais. J'ai rien lu. Tu faisais du monitoring. Voilà, j'ai Et ça, monitoré c'est pas le son, donc si c'est dégueulasse, c'est de ma faute. J'en suis désolé. Bon, bah écoutez, tout le monde déjà, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que ça vous a plu cette expérience d'enregistrement? Alors, Lily, Hawk, vous prenez votre revanche par rapport à la première fois, mais peut-être on peut poser la question à Clégo, surtout qui vient enregistrer chez nous pour la première fois. Ouais, pour mon premier podcast que j'enregistre. Et c'est très cool. Excellent ça. C'est très Ça t'a plu? bonne ambiance. Ouais. Toi aussi, tu mets 5 étoiles sur TripAdvisor? 6.
6 Waouh. J'ai un étoiles. compte spécial, moi j'ai le droit de mettre 6. Le badge VIP direct. Excellent ça. Les gens, bah écoutez, on va en profiter pour parler de vous, Ah oui, c'est vrai, tiens. quand même. Allez. Est-ce que dernièrement vous auriez, puisque là vous êtes avec nous, autant en profiter pour prendre la parole au micro, est-ce que vous auriez des recommandations à communiquer aux gens, des choses que vous avez vues, des livres, des comptes Instagram, des films, tout ce que vous voulez, un artiste, n'importe quelle recommandation. Faites-nous découvrir Qui des choses. commence? Bon bah moi. Hein. Du coup dernièrement avec Indigo pendant les vacances on a regardé The Old Ways sur Netflix. C'est un film d'horreur et bah franchement j'ai été assez surprise. Après j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Moi ça m'a un petit peu retourné et c'était vraiment cool. Ok. Ouais. Ça parle de quoi? Non, sans spoiler, vite fait, moi je l'ai pas vu. Si on dit vite fait, ouais, c'est une journaliste qui enquête sur des vieilles pratiques. Je crois que ça se passe en Amérique du Sud, dans une tribu, quoi, en gros. Et puis en fait, elle se fait emprisonner dès le départ. Voilà. Ok, très bien. Voilà, ça commence comme ça. Très bien, ça donne envie. C'est vraiment que le début. Mais c'est pas la fin, mon gars. Ah non c'est pas la arrive fin. des trucs. Bah, j'imagine, oui. À Parce un que moment donné, sinon, il lui arrive des elle trucs. attend, elle crève de sinon faim. le script il tient vraiment sur un petit bout de papier. Je quoi. crois qu'ils y apportent de l'eau. à un moment. Elle dit pas tout, toi. D'autres recos autour de la table? Kigo, non, pas particulièrement. Pas spécialement, non. Même pas une petite reco podcast. Oh, Oh, j'ai si, trop, quand j'ai pas même. lesquels choisir, c'est le Ah problème. ouais, ouais, j'imagine bien. Tu sais, on peut même pas lui dire c'est quoi le dernier podcast que t'as écouté. Il y en a 25 déjà. Ouais. Je crois qu'il écoute des podcasts là pendant qu'il nous écoute. Chut, fallait pas le dire. Hawk, t'as quelque chose? Oui. Moi, j'ai regardé dernièrement, j'ai même un peu bingé Kingdom sur Netflix, qui du coup est une série pas très très longue, mais franchement bonne qualité. Sur une histoire de zombies, mais pas que. C'est aussi. Déjà, ça prend place en Corée, mais en Corée époque impériale. Ok. Corée du Nord ou Corée du Sud? Bah, à l'époque, c'était une seule Corée. Ah oui, pardon, c'est vrai. Je suis même pas sûre que ça s'appelait la Corée d'ailleurs, je sais pas. Et du coup, bah, c'est vachement intéressant parce que tu découvres aussi un petit peu cette culture-là, parce qu'on la connaît très peu, on connaît pas mal le Japon, mais pas tant que ça cette époque de la Corée. Et du coup, les zombies sont cool, sont vachement cool, mais c'est pas le seul sujet en fait. T'as aussi plein d'histoires politiques, etc. avec l'empereur, tout ça. Donc franchement, pas mal du tout. Et c'est très très dur de pas s'enchaîner les épisodes. Ah, ouais. Je suis absolument curieux par le fait. Enfin, ils viennent faire quoi les zombies là-dedans, tu vois genre, Non mais Mais tellement. oui, pitcher non, la mais même ouais, série c'est- sans zombies et du coup Genre, ça tu te m'intrigue dis, de mais, ouf. quoi. mais non, mais les zombies sont pas genre là sont pas là pour rien. En Genre plus, quoi, vraiment, ouais. en fait, ça déclenche l'histoire. Ok, d'accord. Ouais, C'est vraiment, un- ils ont une utilité. Ça fait partie ouais, ouais. intégrante de l'histoire et c'est l'un des problèmes principaux. Mais c'est D'accord. pas genre juste on avait envie de faire des zombies en Corée, pourquoi pas. Non, c'est C'est genre ça a tellement vraiment un sens, tu vois. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Nigal, est-ce que t'as une. Bah, moi j'allais dire non parce qu'en ce moment je suis plutôt sur YouTube et du coup je vais parler de YouTube finalement. Bah Eh oui, mais pourquoi mais pas, finalement. Moi en ce moment je suis un gars sur YouTube sa chaîne ça s'appelle Ghost Town Living. Ouais. Donc c'est Brett il a acheté en fait une ancienne ville minière fantôme. Donc Oh. il est le seul habitant de cette Oui, ville. oui. Et il se filme tout seul. Alors au début, il apprend un peu parce qu'il connaît pas du tout. Il vient de je sais plus quel milieu. Il le raconte au fur et à mesure. J'ai pas encore fini, donc je sais pas tout. Mais en gros, bah, il a acheté cette ville qui est un peu délabrée. Quoi. Il y a rien, il y a pas d'eau courante. Il y a juste vite fait l'électricité. Il essaye du coup en ce moment là où j'en suis, il essaye d'avoir de l'eau, mais bon, c'est pas évident. Mm. Et il se filme du coup dans sa ville à faire des réparations, à chercher des vieux. Il cherche beaucoup de jeans. Il est obsédé par les jeans, les denim jeans. Et du coup, il cherche des jeans, des bouteilles, des vieux trucs qui lui rappellent l'histoire de cette ville. Et en fait, il est passionné de l'endroit et il est tellement passionné que c'est hyper intéressant. En fait. Il explore les anciennes mines je crois que c'était de l'argent surtout là-bas, d'or et d'argent. Ok. Et du coup, on le suit. C'est un peu de l'urbex, mais en mine. Ouais. Et avec sa ville qu'il essaye de développer. Il y a aussi des trucs qui se passent qui sont pas cool pour lui. Mais bon, il remonte la pente et tout. C'est un peu du. Puis plus, ces paysages, ils sont magnifiques. Donc ça fait un peu penser
Ça donne envie d'acheter un endroit paumé et de changer de vie, quoi. Et c'est pas un peu glauque, un peu, genre, tout seul Ouais, dans et des mines tu vois des fois c'est hyper glauque, il est tout seul, du coup il finit par prendre des animaux, je dirais pas quoi, mais non. Mmh. Il prend la chèvre. Excellent. Mais non, mais franchement c'est cool. C'est apaisant en fait, il est hyper calme et tout, et il raconte ses petites histoires de sa vie. T'as des updates par mois ou quand il se passe un truc, il fait une petite vidéo. Donc là, moi je suis rendu, il est à 10 mois là dans la ville. Ah oui, quand même. Et le but, Ok. c'est de restaurer complètement En la fait, ouais, il veut restaurer la ville, faire un hôtel, restaurer l'hôtel, que les gens puissent venir voir sa ville. Il a un musée là où il répertorie tout ce qu'il trouve, il le fout dans le Stylé. musée. Il a du monde qui le suit sur YouTube, ce gars-là. Ouais, c'est- bah attends, je Et suis à en toi, train de déjà. regarder, Il a plein de monde, il a quoi, déjà ouais. moi, mais alors attends, Et du coup, ça s'appelle c'est Ghost Town Living. Il a 1,23 million Ah ouais, abonnés. excellent. D'accord, ça Ouais, va. donc Et il aura peut-être du au- monde justement. Au qui début, va- moi je recommence depuis la fin Ouais, évidemment, bien sûr. mais au départ il est tout seul quoi. Ouais. Et là j'étais rendu les épisodes vers Noël, il reçoit plein de lettres, Oh, c'est cool. de partout. Et il est tout trop- seul, le gars, en fait. Ouais, dans sa ouais, vie il, encore. il est Ouais. vraiment seul. Des fois il y a des gens qui viennent pour l'aider dans les travaux, mais il vit seul là-bas quoi. C'est stylé ça. C'est plutôt Très cool. très cool. Ouais. C'est un peu de niche comme truc à regarder, mais moi ça m'apaise. Tu regardes que des trucs de niche. C'est vrai. Je suis un peu un chien. Ex- Tu sais, genre, personne n'osait y aller. Merci. C'est bien, t'y aller tout seul, c'est parfait. Tout à l'heure. Faire l'affaire qu'on me la fasse. Bon, nous, Yop, on a des recos. T'as des recos, toi? En ce moment, moi, je joue à des jeux vidéo. Ouais, bah on peut en parler déjà pour nous deux. Déjà que le fait que les vacances sont déjà loin, Oh la là là rentrée là là. a été très active. On est déjà crevé. Très active. Bah Twitch maintenant beaucoup pour toi et moi, Ouais, c'est vrai. mine de rien. Yop, tu as commencé Twitch. Bienvenue. Bah oui, ça fait une semaine, je teste des trucs. Je fais du jeu vidéo sur Twitch. Oui. Ouais. Donc j'ai deux rendez-vous déjà. On peut appeler Oh, ça c'est des rendez-vous. tellement stylé. On peut appeler ça des rendez-vous parce que voilà, c'est la deuxième Rendez-vous, comme vous dites les Le Français. rendez-vous. semaine. Le mardi à 16h, j'organise un petit goûter. Voilà. Ok. Oh, le un petit Un goûter. petit Ouais. goûter. Un petit Oh. goûter, donc chacun ramène son goûter et puis on joue à un jeu vidéo. En ce moment, je joue à Boyfriend Dungeon. Ouais. Un jeu que je recommande. Voilà, on arrive. Oui, c'est un jeu assez drôle. On arrive sur une île qui s'appelle Verona Beach, remplie de Québécois super sympas qui veulent te pécho. Ah ouais, Voilà. Ça a l'air génial. Il a un twist. la belle vie. Quel est le twist? C'est des épées. C'est des épées. Et ils peuvent se transformer en épées. Tu peux faire des donjons avec eux. C'est des lames sœurs. C'est Des des lames lames sœurs. sœurs. Et en fait, tu cherches ta lame sœur. Ouais, c'est génial. Oh, Et C'est plein de sous-entendus. il y a plein de sous-entendus lubriques et voilà. Très Voilà. Je sais pas encore avec qui je vais finir. J'hésite entre Isaac et Thunder. On verra. Excellent. ça donne envie. Ah ouais, tu le vends bien. Voilà. Et le vendredi à 22h, je suis plutôt live horror. Ok. Alors je sais pas trop ce que je ferai. Pour l'instant, j'ai fait un jeu vidéo. Il y aura peut-être des petits threads, des trucs comme ça. Et j'ai joué à Devotion. J'en avais déjà parlé dans un Ah très, ouais. très vieil épisode, peut-être chapitre 1. Possible. Et là, du coup, il est super frais dans ma tête et génial. Clégo, Ouais, c'est une tuerie. tu m'as suivi sur ce live et ce qui est bien déjà, c'est que pour les gens qui n'ont pas trop le temps de jouer, c'est qu'il peut se finir en 3 heures. Là, je l'ai fait en one shot sur Twitch. Ça, c'est bien joué. Et il fait bien flipper, ça suit. C'est un jeu vidéo taïwanais et on joue un père de famille en fait qui se situe entre plusieurs époques, 1980, 1985, 1986 si je dis pas de bêtises. Il essaye de reconstruire un petit peu l'histoire de sa famille, voilà, l'histoire de sa fille qu'il a perdue. On sait pas trop comment, on découvre un peu au fur et à mesure. Et c'est très horrifique, ça fait flipper. Il y a des trucs, des passages bien chauds. Il n'est pas dispo sur Steam, faut aller sur le site de l'éditeur, sur le site de Ah oui. Red Candles. Je Ouais. me souviens de ça. Ouais, Ok. ouais. Y a Et pas voilà. Un aquarium Effectivement. dans la pièce avec un poisson 10 fois trop grand dedans. Oui. Ah Si, bah si. je vois quel jeu c'est là. Voilà. Excellent. Voilà. Tu l'avais commencé, je crois. Non. Ah. Ouais, il y a longtemps. Ah oui, j'avais commencé, Ouais. mais moi j'arrive pas. Je peux regarder tous les films d'horreur, regarder les gens y jouer, mais je peux pas y jouer en fait, ça me stresse trop. Donc voilà, c'est les Excellent. deux petits jeux auxquels je joue actuellement et que je kiffe bien. Voilà. Eh ben écoute, qu'est-ce que tienne. Rendez-vous donc mardi et vendredi. Mardi 16h, vendredi 22h. Vendu. Et toi donc Bah Twitch toujours un petit Toujours peu, Twitch. ouais, une fois par semaine. Ouais, quel jour Dis-nous Pas tout. mal. Moi c'est le live du mardi qui a lieu tous les lundis comme son nom l'indique. Voilà. Mais ça peut être le mardi, personne ne sait vraiment, tu vois. C'est Un jour, par contre, tu vas mindfucker tout le monde en le faisant un jeudi. peut-être. Ça s'appellera toujours le live du mardi, tu Ouais. vois. Mais Ce voilà. sera le début de la fin. On fait principalement de la musique.
Il y a d'autres choses qui arriveront probablement au fur et à mesure des envies, tu vois, et de jouer d'autres choses que de la guitare. Mais c'est principalement des lives guitare, song request, et on se marre bien. C'est Moi, je plutôt rate, cool, pas, et je rate pas un seul live. Il y a une bonne ambiance, on se marre bien, le l'ambiance, chat, le les chat gens est on sont fire. cool, le chat Tout le est monde- fou, c'est c'est Il y a des gens qui jettent leur slip extraordinaire. sur la scène. Ouais. C'est assez extraordinaire, ouais, vraiment. Et il y a plein de commandes. Et il y a plein de commandes, ouais, et on en rajoute à chaque session, Voilà, donc ça c'est c'est ça. cool. Ouais. Objectif, devenir le live, la chaîne Twitch avec le plus de commandes de Twitch, quoi. Tu vois. C'est bien parti pour, en tout cas. On est pas mal. Voilà, bon déjà au moins ça, si les gens veulent nous suivre aussi en dehors de avant d'aller dormir. Mais revenons à nos moutons. Oui. On est le 25 septembre. Tout à fait. Donc On déjà, entend pas, mais, on est le bonne 25. année. Qu'est-ce que Tout à ça... fait. Qu'est-ce que ça veut dire, Yop? Où est-ce que tu essaies de m'emmener? Alors, j'essaie de te dire que on est presque rendu au mois de l'horreur là. Tout à fait. Parce que dès 1er octobre, là, on a la cérémonie d'ouverture du mois de l'horreur. Oui. On peut le dire, on sera avec Dan. Oui, bah oui. On racontera les histoires que vous nous envoyez. Donc, il y aura encore d'autres histoires. Ouais, c'est ça. Et on est trop pressé d'y être. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, s'il y a des gens qui ont des histoires, qui n'ont pas encore envoyé leur histoire, on peut rappeler quand même, si jamais vous écoutez ça avant le 1er octobre. Ouais, vous avez encore le temps. Ouais, vous avez encore le temps et vous envoyez l'histoire sur hello@avantdallerdormir.fr et pour qu'on puisse la lire et la lire du coup au live Twitch. Ouais. J'avais quand même un petit truc à rajouter concernant Patreon. Ouais. Parce que les gens ont peur en voyant que ça coûte 2 € par création. Ah oui, bien sûr. Ah Ouais. oui, ça c'était important, ouais. Et en fait, nous on s'est dit, même si on fait. Là, on va sortir plein de trucs en octobre. Ouais. Et ça restera 2 €. Hein. Oui, voilà. bien sûr. Ouais. Et on compte pas faire plus de 2 € par mois. Et d'ailleurs, peut-être qu'on le passera en mensuel. Comme ça. On verra ça, Ouais, ouais, on ouais. verra ça. Mais en tout cas, si vous abonnez, ça coûtera pas plus de 2 €. Vous pouvez d'ailleurs fixer des limites si vous Oui, avez oui. peur. Ouais. Ça nous fait une bonne transition pour remercier les patrons, peut-être? Eh ben c'est parti, ouais. Oh, allez, j'y vais, tiens. Allez, ça c'est fait, parti, ça je fait t'en longtemps. On va remercier. On a eu plein de patrons. Plein, c'est trop cool. Donc merci à Meg, Rebecca, Belphégor, Dan, oui, Dan, Creepypasta, Tout à fait. Charlotte, Aïcha, Vincent, le Manarden, Renaud, Orikiti, Oyster Lover et Cédric. Oyster Lover Merci beaucoup qui à a vous. fait une histoire. Oyster Lover qui a fait une histoire ce soir là. Dans Ouais, le- et On a lu une histoire. ouais. On a Tout lu à une fait. histoire, c'était au plus sombre de la forêt. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc merci Oyster Lover pour ton Bravo, histoire. bravo, Merci, bravo. Mais pas que. On a aussi ce soir lu une histoire de quelqu'un qui est là ce soir. Sauf qu'on va l'écouter juste après. Ah mais oui, c'est vrai. Eh oui, c'est pour ça que je disais que Ah oui, c'est Clégo... c'est toute la folie du Eh oui. montage finalement. Eh oui, Oh, Ah, c'est mais oui. incroyable, je me suis fait Ah, la avoir par mon machine. propre. Oh Voilà, donc on l'a déjà narré, mais en fait vous allez pouvoir l'entendre maintenant. Donc pour le moment, Clégo n'a lu que 2-3 phrases, mais là ça va être son heure de gloire. Tout à fait. Parce que voilà, Clégo a écrit sa propre histoire, il nous l'a envoyé, on l'a trouvé trop cool. Et donc on lui a dit, bah viens, t'habites pas loin, tu vas pouvoir venir nous la raconter. Et bah merci à toi. Merci de l'invitation. Ah bah, ça nous fait toujours plaisir. Et on s'écoute maintenant? Eh bien c'est parti, merci beaucoup encore d'avoir été présente également pour l'enregistrement. Et installez-vous confortablement au fond de votre lit, hein, comme on dit. Voilà, remontez la couette et puis c'est parti. À bientôt. À bientôt, salut. On connaît tous cette légende. On en est tous victimes, et depuis le temps, on a appris à vivre avec. Celle de ce petit peuple, responsable des chaussettes orphelines. Ces lutins qui nous en volent une sur deux. Ça vous fait sourire, n'est-ce pas? Moi aussi j'avais cette réaction-là avant. Laissez-moi vous expliquer. Mais avant, je dois vous parler un peu de moi. J'ai 37 ans, je vis seul, et suite à des problèmes de santé, j'ai perdu mon travail. Et j'ai dû restreindre mes déplacements ces 5 dernières années. Du coup, je passe la plupart de mes journées sans sortir de chez moi. Parmi mes kiffs personnels, ces petits riens qui me font tenir, il y a le fait de marcher pieds nus tout le temps quand je suis chez moi. Je regrette même mon ancienne maison, où je pouvais le faire sur du carrelage. Je sais que beaucoup détestent ces sensations, mais moi, j'adore. Mais maintenant, dans mon appart, c'est du lino et c'est moins drôle. Toujours est-il que pieds nus, forcément, j'utilise moins de chaussettes, donc j'en perds moins. Ça ne ravit pas le lutin en charge de mon panier à linge, car oui,
on en a tous un. J'ai rencontré le mien, et c'est lui qui me l'a dit. Une nuit où je me levais pour aller aux toilettes, j'ai entendu un bruit bizarre dans la salle de bain. Et c'est là que je l'ai trouvé, près du panier à linge. Ça n'aurait pas dû arriver. Il n'aurait jamais dû se montrer. Mais le pauvre petit est en larmes et ne m'a pas entendu arriver. Jusqu'à ce qu'on se retrouve l'un en face de l'autre. Il se mit à pleurer de plus belle, alors je le pris dans ma main et je suis parti dans le salon. Là, je l'ai posé sur un coussin du canapé et une fois calmé, il m'a expliqué. Chacun d'entre nous a un lutin, désigné à notre naissance. Son seul travail est de nous prendre des chaussettes de temps en temps, sans jamais se faire remarquer. C'est aussi simple que cela, mais avec ma petite utilisation de chaussettes, le mien est la risée de tous ses collègues. Cet excès de moquerie l'a fait tomber dans une dépression. Avec mon rythme de vie précédent, je pouvais régulièrement utiliser 2, voire 3 paires de chaussettes par jour. À ce moment, c'était la gloire pour lui. Et cette baisse brutale d'utilisation de ce précieux vêtement, il n'y était pas préparé. En plus, mes chaussettes sont basiques. Il ne peut même pas compenser la rareté par de l'originalité. J'avais une paire de chaussettes démodées au fond de mon placard. Je lui ai donné, en espérant que ça le calmerait un peu, et je lui ai promis d'en acheter de plus originales. Mais le problème, c'est que j'ai oublié. Cette nuit a eu lieu il y a plusieurs semaines maintenant. Et si je me souviens bien sûr de la rencontre exceptionnelle, c'est ma promesse que je n'ai pas tenue. En me levant ce matin, j'ai senti du froid sous mes pieds, comme lorsque je posais mes pieds nus sur du carrelage. Après 1 ou 2 secondes à apprécier cette sensation, j'ai regardé mes pieds pour comprendre. Mon lutin avait trouvé un moyen d'avoir des chaussettes exceptionnelles, et le froid que je sentais était celui de ma chair assise sur le sol. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.